Le problème qui fait que la LOLF, elle a un petit peu, elle a été confrontée à des difficultés, c'est qu'en fait, ça devait être l'instrument de réalisation de la réforme de l'État, et on a découvert que la réforme de l'État, ça se jouait ailleurs. Et aujourd'hui, la réforme de l'État, ça se joue plus dans la LOLF, ça se joue ailleurs. Alors ça se joue dans la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui est devenue depuis le changement de majorité la MAP, la modernisation de l'action publique. Et c'est là que, si vous voulez, c'est le référentiel auquel les gestionnaires de l'État se réfèrent pour savoir ce qu'ils ont à faire en termes de modernisation. C'est plus la LOLF qui donne la mesure. Par ailleurs, la réforme territoriale est devenue également un aspect très important, à la fois dans les services de l'État qui se sont structurés et interministérialisés au niveau local avec des grosses enveloppes de gestion qui permettent de faire que c'est là que ça se joue également la réforme de l'État, la réduction des moyens. Et puis les opérateurs de l'État également, aujourd'hui ils ont des contrats d'objectifs et de moyens, et c'est par ces contrats d'objectifs et de moyens que passe la réforme, et pas par les outils de la LOLF. La logique, c'est d'abord une logique de règles, une logique économique. La logique de règles, c'est l'Allemagne qui voulait un pacte de stabilité, Pacte de stabilité, un pacte d'encadrement. La France a ajouté le C, la croissance. Mais les Allemands voulaient des règles. Il y a une logique politique, donc de régulation, une logique économique. C'est l'idée, on y reviendra peut-être, c'est la logique du passager clandestin, qui est l'idée que dans une union monétaire, un État peut bénéficier des avantages des autres et pas faire partager les siens. En d'autres termes, quand il fait une relance, quand il a une bonne ambiance, c'est pour lui aussi. Quand il a la relance, c'est pour lui seul. Et donc, il faut harmoniser tout ça. Et c'est l'idée que le déficit peut entamer la croissance. Ça paraît aller de soi, mais en économie, ça représente deux choses. D'une part, un prélèvement sur la ressource fiscale, puisqu'il faut payer la dette. Ce qu'on paye pour la dette n'est pas payé pour le privé. Et d'autre part, c'est un peu de l'économie, mais l'idée de la dette publique, le taux à long terme, c'est le taux du marché, plus les anticipations inflationnistes, plus les anticipations de risque. Il y avait l'idée qu'avec une dette publique, il y aurait des anticipations inflationnistes, parce que les États pensaient qu'ils allaient rembourser avec de l'inflation. Il y avait l'idée que la dette publique n'était pas saine sur le plan économique, ne serait-ce parce qu'elle engageait l'inflation. Ça, c'est avéré faux, comme on va le voir, mais c'était l'idée qu'il fallait contrôler, y compris pour des raisons économiques fondées. Il y avait un fondement économique. Le système des ressources propres n'est pas satisfaisant au regard des critères d'autonomie, de transparence et d'équité. Alors en ce qui concerne l'autonomie, au début des années 70, l'Union est passée d'un régime de contribution financière à un régime de ressources propres. Et au départ, il y avait donc deux catégories de ressources propres. Il y avait les droits de douane et la TVA. Mais au fur et à mesure de l'évolution du système, l'autonomie des ressources propres s'est vraiment affaiblie. Alors les droits de douane ont commencé à stagner pour les raisons que l'on connaît, les frontières ont commencé à s'ouvrir, nous avons conclu beaucoup d'accords bilatéraux, donc on a commencé aussi à réduire les droits d'entrée, donc les ressources propres, droits de douane ont commencé à stagner. Et parallèlement, la TVA qui devait devenir une véritable imposition européenne, non seulement elle n'est pas devenue une imposition, mais en plus c'est devenu une véritable contribution étatique. Parallèlement, s'ajoute aussi au début des années 80 une situation relativement compliquée puisque la communauté a connu une période d'épuisement de ses ressources propres. Ce qui a conduit donc en 1988 à la création de la troisième ressource propre qui est la ressource RNB. Et depuis, cette ressource a pris de plus en plus de place dans le volume du budget puisqu'aujourd'hui elle en finance les 3/4. Alors initialement, on pensait qu'avec des ressources propres, le budget allait s'émanciper des budgets nationaux, le budget européen serait autonome. Mais à l'heure actuelle, les ressources TVA et RNB, qui sont des contributions financières payées par les États membres, couvrent 87% du budget européen. Et donc autant dire que l'objectif
d'émancipation des budgets nationaux a complètement échoué. Et la difficulté, c'est que pour les gouvernements, ces contributions financières sont autant de dépenses à réduire, et notamment dans le contexte de la crise actuelle, un contexte de raréfaction des ressources publiques.